Au bureau, je regardais la caméra de surveillance de notre bébé au juste pour vérifier si notre fils dormait. La vidéo était enregistrée. L'événement avait été filmé à 13h42. Il y a une pièce, un berceau, le silence. Et soudain, un rire de femme. Elle. Et une voix d'homme, plus forte, plus proche. Chut, il pourrait se réveiller. Puis un bruissement, le bruit d'un baiser. J'ai rembobiné. Et encore. Et encore. Ce jour-là, elle avait dit qu'elle était restée seule avec le bébé toute la journée. Elle mentait. Et j'ai vu ma confiance s'effacer avec les images. Mon doigt tremblait au-dessus de l'écran. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge, chaque pulsation comme un coup de marteau contre du verre. Le bureau autour de moi s'est estompé dans un brouhaha de bruit blanc et de lumière fluorescente. Il n'existait plus que ce petit écran et la trahison qui se déroulait, éclatante en pixels. J'ai immédiatement reconnu la voix. Marc. Mon soi-disant meilleur ami depuis la fac. Le parrain de notre fils. La vidéo continuait. Ils sont brièvement apparus dans le cadre, sa main tirant Marc par le col de sa chemise, tous deux riant doucement avant de disparaître à nouveau. Mon fils dormait paisiblement, ignorant la destruction qui se produisait juste devant la porte de sa chambre. Dis donc, Daniel, t'es là? Johnson attend tes rapports trimestriels. J'ai levé les yeux et j'ai vu ma collègue Tara se tenir dans l'embrasure de mon bureau, l'inquiétude envahissant son visage lorsqu'elle a enregistré mon expression. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que t'as vu un fantôme. Plutôt assisté à la mort de mon mariage en direct. Rien, ai-je réussi à articuler, en déglutissant difficilement. Juste, urgence familiale. Dis à Johnson que je les lui enverrai en fin de journée. Après son départ, j'ai regardé la vidéo 3 fois de plus avant d'être écrasé par tout son poids. J'ai fermé l'application, mon pouce laissant une trace sur l'écran à l'endroit où j'avais touché le visage d'Elisa. 7 ans de mariage. Un fils de 15 mois. Une maison avec la clôture blanche qu'elle avait toujours voulu. Tout ça construit sur des sables mouvants. Le trajet du retour s'est avéré dangereux. Ma vision se brouillait sans cesse, et j'ai failli rater ma sortie d'autoroute à 2 reprises. La partie rationnelle de mon cerveau, celle qui n'était pas consumée par les images de ma femme et de mon meilleur ami, me suggérait de prendre une chambre d'hôtel, de me calmer avant la confrontation. Mais mon corps était en pilotage automatique, attiré chez moi par la force gravitationnelle de la catastrophe. Je me suis garé à un pâté de maison. Pourquoi? Je n'en étais pas entièrement sûr. Peut-être un instinct animal qui me poussait à m'approcher avec prudence, à les prendre sur le fait? Ou peut-être avais-je simplement besoin de ces quelques minutes de marche supplémentaires pour comprendre ce que j'allais bien pouvoir dire. Notre maison de style victorien, la maison de nos rêves, pour laquelle nous avions tiré le diable par la queue il y a 2 ans, avait exactement la même apparence que d'habitude. Paisible. Accueillante. Un pur mensonge. J'ai regardé ma montre, 16h17. Elisa ne s'attendait pas à me voir avant au moins 2 heures. J'ai glissé ma clé dans la serrure de la porte d'entrée aussi silencieusement que possible, pénétrant dans le vestibule avec la discrétion d'un intrus dans ma propre maison. La maison était calme, mis à part le léger bruit de musique provenant de l'étage 1 de ces groupes de folk indé qu'Elisa avait découvert récemment. Je suis resté là, à écouter, me demandant si Marc était toujours là, s'ils étaient ensemble en ce moment, dans notre chambre, dans notre lit. Cette pensée m'a fait remonter la bile. J'ai traversé le salon, en passant devant les photos de mariage encadrées et les portraits de famille qui me paraissaient maintenant être des accessoires sur un décor de théâtre. Tout ce qui était familier m'est soudain apparu comme étranger. Allô? La voix d'Elisa flottait depuis l'étage. Daniel? C'est toi qui rentres plus tôt? Je n'ai pas pu répondre. Ma voix était piégée quelque part sous la boule qui se serrait dans ma poitrine. Des pas dans l'escalier, puis elle est apparue, vêtue d'un pantalon de yoga et d'un de mes vieux t-shirts de fac. Les cheveux relevés en un chignon négligé. Elle ressemblait en tout point à ma femme. La femme en qui j'avais le plus confiance au monde. Et quelle bonne surprise, a-t-elle souri, venant vers moi les bras ouverts pour me prendre dans ses bras. Je viens de coucher Ethan pour sa sieste de l'après-midi. Sa 2e sieste de la journée, apparemment. J'ai reculé, évitant son contact. Ses bras sont retombés le long de son corps, la confusion traversant son visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Un millier de réponses ont afflué dans mon esprit,
chacune se battant pour être la première à lui être lancée. Mais ce qui en est sorti était simple, où est Marc? Le changement dans son expression a été subtil mais indéniable, un bref élargissement des yeux, un éclair de panique rapidement réprimé. Marc? Pourquoi Marc serait-il ici? Le mensonge s'est abattu entre nous comme un objet physique. Je pouvais presque le voir prendre forme, une masse sombre se développant pour combler l'espace entre nos corps. N'en dis pas plus, ai-je dit, ma voix effroyablement calme, même à mes propres oreilles. Je vous ai vu. Sur le babyphone. À 13h42. Pendant un moment, elle n'a rien dit. Puis, Daniel, je ne sais pas ce que tu crois avoir vu, mais... Je vous ai entendu. Les mots ont explosé de moi, nous choquant tous les deux par leur violence. Je l'ai entendu. Je t'ai entendu. Je t'ai vu le tirer par sa chemise. Dans notre chambre? Alors que notre fils dormait au bout du couloir? Elle a tressailli comme si j'avais levé la main sur elle. Daniel, s'il te plaît, tu me fais peur. C'est moi qui te fais peur? J'ai ri, un rire tellement amer qu'il m'a écorché la gorge. C'est fort de café, Elisa. Vraiment pété de thunes. Son visage se durcit, le simulacre de confusion s'effaçant. Très bien. Tu veux régler ça maintenant? Comme ça? Alors, on y va. Depuis combien de temps? Est-ce que ça importe? Pour moi, oui. Elle soupira, passant une main dans ses cheveux. 6 mois, à peu près. 6 mois. Une demi-année de mensonges. De baisers d'adieu le matin et d'embrassades de bienvenue le soir. De dîner en famille et de sorties le week-end. De Marc venant pour des barbecues, tenant mon fils dans ses bras, me tapotant le dos d'une main pendant que l'autre tenait une bière que je lui avais offerte. Pourquoi, demandai-je, détestant la note suppliante dans ma voix. Juste, pourquoi? Parce qu'il me voit, dit-elle simplement, comme si cela expliquait tout. Il ne me voit pas comme la mère d'Ethan, ou ta femme, ou la femme qui a sacrifié sa carrière pour soutenir la tienne. Il me voit. Et moi, non. À quand remonte la dernière fois que tu m'as vraiment regardé, Daniel? À quand remonte la dernière fois qu'on a eu une conversation qui ne concernait pas Ethan, les factures ou ton travail? Alors c'est de ma faute? Je gesticulais sauvagement autour de nous. Tu couches avec mon meilleur ami parce que quoi, je travaille trop? Pour faire vivre la famille que tu voulais? Ce n'est pas juste. Juste? Ma voix se brisa. Tu veux parler de justice? Était-ce juste de le faire entrer dans notre maison? Près de notre fils? Son expression changea alors, quelque chose comme de la culpabilité perçant enfin. C'était une erreur. Aujourd'hui, ça n'aurait pas dû se passer ici. Je le sais. Mais c'est arrivé. Ici, avec notre fils dans la pièce d'un accent grave côté. Elle croisa les bras fermement sur sa poitrine. Je ne vais pas te laisser me faire honte juste parce que tu l'as découvert de cette façon. Ce qu'il y a entre Marc et moi. Arrête, dis-je en levant une main. N'ose pas dire que c'est quelque chose de spécial. N'ose pas romancer la destruction de notre famille. Des larmes montèrent à ses yeux. Ce n'est pas si simple, Daniel. De mon point de vue, c'est plutôt simple comme bonjour. De l'étage, on entendit Ethan commencer à s'agiter, les doux gémissements qui précèdent généralement des pleurs à chaudes larmes. Elisa jeta un coup d'œil vers l'escalier, puis de nouveau vers moi. Je dois aller le chercher. Je vais aller chercher mon fils, dis-je froidement, la contournant en direction de l'escalier. Sa main attrapa mon bras. Daniel, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut juste? Je me suis dégagé de son contact comme si j'avais été brûlé. Non. Juste, ne me touche pas pour l'instant. Dans la chambre d'Ethan, je sortis mon fils de son berceau, respirant son parfum chaud et doux tout en le serrant contre ma poitrine. Il se tortilla et fit des grimaces brièvement avant de se calmer, sa petite main s'enroulant autour de mon doigt avec une confiance absolue. À cet instant, en le regardant, j'ai réalisé avec une clarté essayante que la vie que je pensais avoir, l'avenir que j'avais planifié, était révolu. Quoi qu'il arrive ensuite, rien ne serait plus jamais pareil. Les jours suivants se sont déroulés dans un brouillard de nuit blanche et de négociations tendues. J'ai emménagé dans la chambre d'amis. Elisa a essayé à plusieurs reprises de s'expliquer, comme s'il pouvait y avoir une explication qui rendrait cela supportable. J'ai refusé de voir ou de parler à Marc, bien qu'il ait appelé et envoyé des textos sans cesse,
suppliant d'avoir une chance de redresser la situation. Qu'est-ce qu'il pensait réparer, exactement? Pensait-il pouvoir coucher avec ma femme? Défaire sa trahison envers notre amitié? La troisième nuit, j'étais assis à la table de la cuisine bien après qu'Elisa soit allée se coucher, parcourant de vieilles photos sur mon téléphone. Des moments heureux. Des vacances. Le jour de notre mariage. La naissance d'Ethan. Cherchant des indices que j'aurais pu manquer, des signes que mon mariage était fracturé bien avant que je ne le sache. Un texto s'est éclairé sur mon écran, je sais que tu me détestes en ce moment, et tu as tout à fait le droit. Mais on doit se parler. Il y a plus à cette histoire que tu ne le sais. Marc. Plus à cette histoire? Quoi de plus pouvait-il y avoir? J'ai supprimé le message et j'ai continué à faire défiler les photos jusqu'à ce que j'en arrive à une datant d'il y a 2 étés et une partie de pêche avec Marc. Nous brandissions nos prises, souriant comme des idiots, les bras l'un autour de l'autre. Frère de cœur. Le souvenir de ce voyage m'est revenu en pleine figure. Nous étions restés éveillés tard à boire du bourbon près du feu de camp, et Marc était devenu émotif à propos de son divorce de l'année précédente. Ne te marie jamais, mon vieux Danny, avait-il bredouillé. Ou si tu le fais, n'arrête jamais de voir ta femme. De vraiment la voir. La minute où tu la tiens pour acquise, c'est la minute où tu commences à la perdre. Était-ce un avertissement? Ou complotait-il déjà à ce moment-là? Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre texto de Marc, s'il te plaît, Daniel. Pour le bien de notre amitié. Rencontre-moi. Demain. L'endroit habituel. 13h. L'endroit habituel. Notre restaurant habituel du jeudi midi, un bar miteux près de mon bureau avec les meilleurs burgers de la ville. Une tradition que nous avions maintenue pendant des années. Il n'y a plus d'amitié, ai-je répondu. Reste loin de ma famille. Sa réponse est venue immédiatement, c'est à propos d'Ethan. Mon sang s'est glacé. Quoi à son sujet? 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis, rencontre-moi, s'il te plaît. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, mon esprit tourbillonnant de terribles possibilités. Que savait Marc de mon fils que je ne savais pas? Je suis arrivé au MC Gentillesse à 12h45, en choisissant une banquette dans le coin le plus éloigné, à l'abri des regards. L'endroit était à moitié vide, comme d'habitude un lundi midi. J'ai commandé un bourbon sec, ce que je ne fais jamais pendant les heures de travail, et je l'ai descendu avant l'arrivée de Marc. Il est entré à 13h tapante, inspectant la salle jusqu'à ce qu'il me repère. Il avait une mine affreuse, pas rasée, des cernes sous les yeux, des vêtements froissés comme s'il avait dormi dedans. Tant mieux. J'espérais qu'il souffrait. Il s'est glissé sur la banquette en face de moi, les mains jointes sur la table, comme un pénitent. Merci d'être venu, a-t-il dit doucement. Tu as parlé de mon fils. Raconte. Il a tressailli à cause de mon ton. Daniel, d'abord, je dois te dire combien je suis désolé. Je me fous de tes excuses, ai-je coupé court. Ethan, alors? Le regard de Marc s'est abaissé sur ses mains. Ce n'est pas facile à dire. Essaie de faire un effort. Il a pris une longue inspiration. Elisa et moi, ça ne date pas d'il y a 6 mois seulement. C'est plus long que ça. Combien de temps de plus? Il évitait mon regard. Depuis avant la naissance d'Ethan. L'implication m'a frappé comme un coup de poing. La pièce a semblé basculer sur le côté, et pendant un instant, j'ai cru que j'allais vomir, là, sur la banquette. Tu es en train de dire. Je n'ai pas pu finir la phrase. Je ne sais pas, a dit Marc rapidement. Honnêtement, je ne sais pas. Mais, c'est possible. Possible. Mon fils mon magnifique, parfait fils aux cheveux foncés et aux yeux bleus n'est peut-être pas le mien du tout. Elle t'a dit ça, ai-je réussi à articuler. Non. Elle ne sait pas que je suis ici. Elle me tuerait si elle le savait. Il a passé une main tremblante dans ses cheveux. Mais tu méritais de savoir. Tout. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que tu t'es fait prendre? Parce que je n'en peux plus de vivre avec ça, a-t-il dit, la voix brisée. Tu es mon meilleur ami. Où tu l'étais. Et je te mens en face depuis presque 2 ans. 2 ans. L'échéancier s'est ancré lentement en moi. La grossesse d'Elisa avait été inattendue mais bienvenue.
Nous essayions seulement depuis quelques mois quand c'est arrivé. Je me souvenais à quel point nous avions été heureux, à quel point Marc avait semblé heureux pour nous. Un mensonge. Tout cela n'était qu'un mensonge. Tu l'aimais, ai-je demandé, la question me surprenant moi-même. Marc a hoché lentement la tête. Je l'aime encore. Et elle m'aime. La certitude désinvolte avec laquelle il l'a dit m'a fait disjoncter. Avant même de comprendre ce qui se passait, mon poing a percuté sa mâchoire, le faisant basculer hors de la banquette et sur le sol collant du bar. Les quelques clients présents dans l'établissement se sont retournés pour nous regarder alors que Marc se relevait péniblement, sans même chercher à se défendre. Je le méritais, a-t-il dit en touchant sa lèvre fendue. Tu mérites bien pire. Il a acquiescé, se glissant à nouveau sur la banquette. Je sais. Mais Daniel, il y a autre chose que tu dois comprendre. Elisa n'est pas heureuse. Ne l'est pas depuis longtemps. Et tu as décidé de la rendre heureuse en couchant avec elle dans mon dos? Les mots se sont transformés en grognements. Drôle d'ami. Ce n'était pas comme ça. Pas au début. Il a soupiré lourdement. Elle venait me demander conseil. Sur la façon de te parler. Sur son mal-être. Sur le sentiment d'être invisible. Et ton conseil a été de coucher avec elle? Non. Mon conseil a été d'être honnête avec toi. Mais elle avait peur de ta réaction. Tu peux être intense. Quand les choses ne se passent pas comme tu veux. J'ai ri amèrement. C'est ce qu'elle t'a dit? Que je suis une sorte de maniaque du contrôle? Non. Mais elle a dit que tu as été distant. Émotionnellement indisponible. Surtout depuis la naissance d'Ethan. L'accusation m'a piqué parce qu'elle contenait une part de vérité. La première année après la naissance d'Ethan avait été difficile. Le manque de sommeil, les problèmes financiers, l'adaptation à la parentalité, tout cela avait pesé sur nous deux. Mais j'avais essayé. N'est-ce pas? Ce n'est pas de ma faute, ai-je dit fermement. Tu ne vas pas me faire porter le chapeau. Je n'essaie pas. Ce que nous avons fait était mal. Inexcusable. Il m'a regardé directement alors, les yeux rougis mais fixes. Mais si tu veux sauver ton mariage, si c'est encore ce que tu veux, il faut que tu comprennes pourquoi c'est arrivé. Et pourquoi c'est arrivé, Marc? Éclaire-moi. Parce que parfois l'amour ne suffit pas, a-t-il dit doucement. Parfois, les gens ont besoin d'être vus, entendus et compris. Et parfois, ils cherchent cela au mauvais endroit quand ils ne le trouvent pas à la maison. Je l'ai regardé fixement, cet homme à qui j'avais tout confié, qui m'avait trahi de la manière la plus fondamentale qui soit. Et pourtant, assis en face de lui maintenant, j'ai ressenti la sensation la plus étrange, pas seulement de la colère, mais du chagrin. Je pleurais la perte de 2 relations, mon mariage et une amitié que je pensais éternelle. Est-ce qu'elle veut me quitter? Pour toi. La question me brûlait la gorge. L'expression de Marc m'a tout dit avant même qu'il parle. Elle est confuse. Elle t'aime, mais elle t'aime aussi, ai-je terminé pour lui. Quelle aubaine. Il n'y a rien de commode dans cette situation. Sa voix s'est légèrement durcie. Pour aucun d'entre nous. Et Ethan alors? Est-ce qu'elle veut prendre mon fils ou ton fils, ou à qui diable il appartient? Daniel, Ethan est le tien à tous les niveaux. Arrête tes conneries philosophiques. Est-ce qu'il est biologiquement de moi ou pas? Je ne sais pas, Elisa ne le sait pas non plus. Le timing, il pourrait être de l'un ou l'autre. J'ai fait signe au barman pour qu'il me serve un autre bourbon, j'avais besoin de quelque chose pour calmer mes mains. Donc, on fait quoi maintenant? C'est quoi ton plan, Marc? Toi et Elisa, vous vous tirez au loin au soleil couchant? Vous jouez à la famille heureuse avec mon fils? Il a secoué la tête lentement. Je ne suis pas venu ici avec un plan. Je suis venu parce que tu méritais la vérité. Toute la vérité. La suite, c'est à toi et à Elisa d'en décider. Et si je veux un test de paternité? C'est ton droit, a-t-il dit doucement. Mais demande-toi ce qui changerait si Ethan n'était pas biologiquement de toi. L'aimerais-tu moins? L'abandonnerais-tu? La question m'a frappé comme un coup physique. Est-ce que je le ferais? Pourrais-je regarder Ethan, l'enfant que j'ai bercé d'innombrables nuits, dont j'ai été témoin du premier sourire et des premiers pas, et le voir comme autre chose que mon fils? C'est mon fils, ai-je finalement dit, la certitude durcissant ma voix. Peu importe ce que pourrait dire un test.
Mais ça ne change rien à ce que vous avez fait, toi et Elisa. Non, ça ne change rien. Marc a tendu la main au-dessus de la table comme pour me toucher le bras, puis s'est ravisé. Je ne t'insulterai pas en te demandant pardon. Mais je suis sincèrement désolé, Daniel. Pour tout. Je me suis levé, jetant de l'argent sur la table pour les boissons. J'ai une dernière question. Si je n'avais pas vu cette vidéo, si je ne vous avais pas surpris, combien de temps ça aurait duré? Il n'a pas répondu immédiatement, ce qui était une réponse en soi. C'est ce que je pensais, ai-je dit, en m'éloignant sans me retourner. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, la maison était calme. Trop calme. Pas de bruit d'Elisa préparant le dîner, pas de babillage ou de pleurs d'Ethan. Un mot sur le comptoir de la cuisine expliquait, j'ai emmené Ethan chez ma mère pour quelques jours. Nous avons besoin d'espace pour mettre les choses au clair. Appelle quand tu seras prêt à parler. De l'espace. Comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre clarifier tout ce qui avait été brisé. J'ai erré dans la maison vide, me sentant comme un fantôme dans ma propre vie. Dans notre chambre, j'ai ouvert le placard d'Elisa, passant mes doigts sur ses vêtements, respirant son parfum. Malgré tout, mon corps répondait encore à son absence par le désir, une réaction pavlovienne à cette année d'intimité. Sur sa table de chevet, il y avait une photo encadrée de nous trois, Elisa, Ethan et moi, prise lors du premier anniversaire d'Ethan il y a à peine 3 mois. Nous sourions, du glaçage sur nos visages, on avait l'air d'une famille parfaite. J'ai ramassé le cadre, étudiant les traits d'Ethan avec une nouvelle attention. Ses cheveux noirs comme les miens. Son menton était-ce le menton de Marc? Ses yeux, la forme ressemblait à celle d'Elisa, mais la couleur. J'ai reposé la photo, dégoûté de moi-même. C'est mon fils. Mon enfant. Le sang qui coule dans ses veines n'a rien à voir avec l'amour qui est dans mon cœur. Mais pouvais-je dire la même chose d'Elisa? Pourrais-je la regarder tous les jours sans voir la trahison? Pourrais-je la toucher et ne pas me demander si elle me comparait à Marc? Pourrais-je les regarder interagir lors de réunions de famille, sachant ce que je sais maintenant? Pendant 3 jours, j'ai existé dans les limbes. J'allais au travail, je rentrais dans une maison vide, je buvais trop, je dormais trop peu. Des amis appelaient et des amis communs qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé et je laissais leurs messages aller à la messagerie vocale. Ma mère me contactait tous les jours, sentant que quelque chose n'allait pas, mais ne me forçait pas quand je repoussais ses questions. Le 4e jour, j'ai appelé un avocat. « Êtes-vous sûr de votre décision ?» a-t-elle demandé après que je lui ai expliqué la situation. Parfois, dans ces cas, les couples peuvent s'en sortir. « J'en suis sûr », ai-je dit fermement. Je veux la garde exclusive de mon fils. Ce sera difficile, surtout compte tenu de la question de la paternité. Le tribunal ordonnera probablement des tests. Alors je ferai d'abord les tests. En privé. Et si les résultats ne sont pas ceux que vous espérez? J'ai hésité un instant seulement. C'est mon fils. Point final. Après la consultation, je suis allé à la pharmacie et j'ai acheté un test de paternité à domicile. Les yeux de la caissière ont clignoté de curiosité quand elle l'a scanné, mais je l'ai fixé du regard jusqu'à ce qu'elle détourne les yeux. Qu'elle pense ce qu'elle veut. Mon enfer privé ne regarde personne d'autre que moi. À la maison, j'ai suivi les instructions méticuleusement, prélevant un échantillon à l'intérieur de ma propre joue, puis récupérant une des tétines d'Ethan dans sa chambre, en prélevant soigneusement un échantillon. Alors que je fermais l'enveloppe pour l'envoyer au laboratoire, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli la déchirer. 3 à 5 jours ouvrables. Moins d'une semaine pour découvrir si les fondations de ma famille étaient construites sur la vérité biologique ou une fiction élaborée. J'ai mis l'enveloppe dans une boîte aux lettres et j'ai senti une étrange sensation de calme descendre sur moi. Quels que soient les résultats, je les affronterai. Et je me battrai pour mon fils. Ce soir-là, Elisa a appelé. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé, sa voix petite et incertaine. « Comment crois-tu que je vais » ai-je répondu, trop épuisé pour la colère. « Tu me manques. » Vraiment? Où est-ce que la stabilité te manque? La vie que nous avons construite? Elle est restée silencieuse pendant un moment. Les deux, je suppose. Je sais que je t'ai terriblement blessé. Mais je n'ai jamais voulu. Arrête, les jeux coupés. J'en ai assez entendu parler d'intention. Ce sont les actes qui comptent. On peut se parler? En face à face? Je rentre demain.
Ma mère peut garder Ethan une nuit de plus. Une partie de moi voulait refuser, la faire souffrir dans l'incertitude comme j'avais souffert. Mais à quoi cela servirait-il? D'accord, ai-je fini par accepter. De toute façon, il faut qu'on discute des modalités de garde. La garde? Sa voix s'est faite plus aiguë, alarmée. Daniel, je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, ne prends pas de décision définitive tout de suite. Trop tard. J'ai déjà parlé à un avocat. C'est tout? Après 7 ans, c'est juste, fini? Tu étais fini bien avant moi, ai-je souligné. Tu n'as juste pas pris la peine de me le dire. Elle s'est mise à pleurer alors, des sanglots étouffés qui, autrefois, m'auraient brisé le cœur. Maintenant, il me laissait juste un sentiment de vide. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, a-t-elle murmuré. Mais tu l'aimes lui aussi, n'est-ce pas? C'est ce que Marc m'a dit. Silence. Puis, il t'a dit ça? Il m'a dit beaucoup de choses. Y compris la possibilité qu'Ethan soit de lui. Sa brusque inspiration confirma ce que je soupçonnais déjà, elle avait toujours su que c'était une possibilité et me l'avait caché. Je rentre maintenant, dit-elle, soudain urgente. Ce soir. Il faut qu'on en parle en personne. Non, ai-je répondu fermement. Demain. J'ai besoin de cette nuit pour réfléchir. Après avoir raccroché, je suis resté assis pendant des heures dans le salon sombre, repassant des moments de notre mariage comme des scènes d'un film que j'avais mal compris. Les voyages de fin de semaine qu'Elisa faisait pour rendre visite à sa sœur pendant que je restais à la maison avec Ethan. Les textos tardifs qu'elle cachait à ma vue. Son soudain intérêt pour changer d'apparence, nouveaux vêtements, nouvelle coiffure, il y a 6 mois, juste au moment où elle a admis que sa liaison avec Marc avait commencé. Ou plutôt, s'était intensifiée. Avais-je vraiment été si aveugle? Ou avais-je simplement fait confiance à la femme que j'aimais? Le matin s'est levé sans réponse, juste avec la certitude que je devais me protéger, moi et mon fils, peu importe l'ADN. Quand Elisa est arrivée peu après midi, elle était à la fois belle et terrible, habillée avec soin dans des vêtements que j'avais autrefois complimentés, mais avec des cernes sous les yeux que le maquillage ne parvenait pas tout à fait à dissimuler. Merci de me recevoir, dit-elle, planant avec incertitude dans l'entrée de notre maison, comme si elle attendait la permission d'entrer davantage. Asseyons-nous, ai-je fait signe en direction du salon, choisissant délibérément des fauteuils séparés plutôt que notre endroit habituel sur le canapé. Elle l'a remarqué, bien sûr. Elisa remarquait toujours les petites choses. C'était l'une des qualités dont j'étais tombé amoureux, son souci du détail, son intelligence émotionnelle. Des qualités qui faisaient d'elle une excellente menteuse, en fin de compte. Avant de commencer, dit-elle en s'installant dans le fauteuil en face de moi, il faut que tu saches quelque chose. J'ai commandé un test de paternité. Pour Ethan. Les résultats devraient être disponibles d'ici la fin de la semaine. Je l'ai fixé, momentanément bouche bée. Quand? Il y a 2 jours. Après que Marc m'a dit qu'il t'avait tout dit. Ses yeux se remplirent de larmes. J'aurais dû le faire dès que j'ai su que j'étais enceinte. Je voulais le faire. Mais j'avais peur. Peur de quoi? Que je te quitte si je savais qu'il y avait une chance que le bébé ne soit pas de moi. Elle hocha la tête, misérablement. Et puis après sa naissance, il te ressemblait tellement. Je me suis convaincu que ça n'avait pas d'importance. Qu'il était de toi. Que ce qu'il y avait entre Marc et moi était fini. Mais ce n'était pas fini, n'est-ce pas? Non, admit-elle doucement. Nous avons essayé d'y mettre fin. Plusieurs fois. Mais ensuite, on se voyait à une réunion, où il m'envoyait un texto pour prendre de mes nouvelles, et vous n'avez pas pu vous en empêcher, ai-je fini amèrement. Comme c'est pratique. Ce n'était pas comme ça. C'était. Elle chercha ses mots. Comme une addiction. Quelque chose dont je savais que ça détruisait tout ce qu'il y avait de bien dans ma vie, mais je ne pouvais pas m'arrêter. As-tu déjà pensé à me quitter? Pour lui? Elle n'a pas répondu immédiatement, ce qui m'a tout dit. Oui, a-t-elle finalement admis. Mais je ne pouvais pas m'imaginer briser notre famille. Enlever Ethan à son père. À toi. À moins que je ne sois pas son père du tout. Les mots avaient un goût de cendre. Non, s'écria-t-elle. Ce n'est pas. Daniel, tu es son père. Dans tout ce qui compte. C'est exactement ce que Marc a dit, ai-je noté froidement.
Vous avez répété vos dialogues ensemble, vous deux? La couleur lui monta aux joues. Je n'ai pas parlé à Marc depuis le jour où tu l'as découvert. Il m'envoie des textos, mais je n'ai pas répondu. Pourquoi pas? Peur qu'il complique ta tentative de sauver ce qui reste de notre mariage. Parce que j'essaie de respecter ta douleur, dit-elle doucement. Et parce que j'ai besoin de comprendre ce que je veux vraiment sans son influence. Et que veux-tu, Elisa? Vraiment? Elle m'a regardé droit dans les yeux alors, ses yeux remplis de larmes mais son regard ferme. Je veux retrouver ma famille. Je veux que tu me pardonnes. Je veux une autre chance. Et Marc? Je tiens à lui, dit-elle prudemment. Je ne vais pas mentir et dire que ce n'est pas le cas. Mais ce que nous avions, ce n'était pas la vraie vie. C'était une échappatoire à la vraie vie. Une échappatoire à moi, tu veux dire. À notre mariage. De celle que je suis devenue dans notre mariage, corrigea-t-elle doucement. L'épouse parfaite. La mère parfaite. Toujours présente, jamais une plainte. Je me suis perdu, Daniel. Et tu ne t'en es même pas rendu compte. L'accusation me piqua parce qu'elle était vraie. Combien de fois avais-je vraiment demandé comment elle allait après la naissance d'Ethan? Combien de fois étais-je rentré tard du travail, m'attendant à ce que le dîner soit prêt et notre fils baigné et couché? Combien de ces tentatives pour discuter de ses sentiments avais-je esquivé avec des platitudes ou des solutions pratiques? Cela ne justifie pas ce que tu as fait, dis-je, mais une partie de la colère s'était évanouie de ma voix. Non, ça ne justifie rien, admit-elle. Rien ne justifie de te trahir. De trahir nos vœux. Je ne te demande pas de comprendre ou d'excuser ce que j'ai fait. Juste de considérer qu'il y a peut-être un avenir possible pour nous. Si nous le voulons assez fort tous les deux. Je regardais cette femme, ma femme, la mère de mon enfant, ma partenaire depuis 7 ans et essayais d'imaginer un avenir où je ne tressaillerais pas à son contact, où je ne me demanderais pas si elle pensait à lui, où la confiance pourrait être reconstruite après une destruction aussi totale. Je ne sais pas si c'est possible, dis-je honnêtement. Moi non plus, avoua-t-elle. Mais je veux essayer. Si toi aussi. Et Ethan, alors? Que se passe-t-il quand les résultats des tests reviendront? S'il est biologiquement celui de Marc. Commença-t-elle, puis s'arrêta, se reprenant. Rien ne change à ce que je ressens pour toi en tant que son père. Mais légalement, il faudrait qu'on s'arrange. Marc aurait des droits. Cette simple pensée me retourna l'estomac. Il serait dans nos vies pour toujours. Dans la vie d'Ethan. Oui, dit-elle simplement. Mais il l'est déjà, Daniel. Il est le parrain d'Ethan. Ton meilleur ami. Était, corrigeai-je sèchement. Il était mon meilleur ami. Nous restâmes dans un silence pesant pendant plusieurs minutes, le poids de tout ce qui avait été brisé se posant entre nous comme des débris physiques. Je devrais retourner chez ma mère, dit finalement Elisa. Ethan va bientôt se réveiller de sa sieste. Ramène-le à la maison, dis-je soudainement. Ce soir. C'est sa maison. Quoi qu'il arrive entre nous, il ne devrait pas être déplacé. Un espoir vacilla dans ses yeux. Ça veut dire? Ça veut dire que mon fils me manque, clarifiai-je. Rien de plus, rien de moins. On verra pour les arrangements de couchage. La chambre d'Amy a un lit queen size. Elle acquiesça, acceptant cette limite. Merci. D'au moins accepter de parler. Alors qu'elle se levait pour partir, je me surpris à poser la question qui me hantait depuis la révélation de Marc. Est-ce que tu l'aimes plus que moi? Elle se retourna, son expression douloureuse. Ce n'est pas une question de plus ou de moins. C'est différent. Ce que je ressens pour lui est enivrant. Exaltant. Ce que je ressens pour toi est plus profond. Plus fondamental. C'est comme la différence entre l'engouement et un véritable partenariat. Ce n'est pas une réponse. Non, ce n'en est pas une, admit-elle tristement. Parce qu'il n'y a pas de réponse simple. Je vous aime tous les deux, différemment. Et je vous ai blessés tous les deux, impardonnablement. Après son départ, je restai assis seul dans notre salon pendant longtemps, essayant d'imaginer différents futurs se déployant devant moi comme des chemins divergents dans un bois. Dans l'un, Elisa et moi reconstruisions tant bien que mal ce qui était brisé, élevions Ethan ensemble, trouvions un moyen de coexister avec Marc à la périphérie de nos vies. Dans un autre, nous divorcions à l'amiable, partagions la garde,
construisions des vies séparées tout en restant liés par notre fils. Dans une troisième, plus sombre, nous nous battions amèrement pour Ethan, surtout s'il s'avérait être l'enfant biologique de Mark. Et dans chaque scénario, il y avait de la douleur. Il y avait une perte. Il y avait la mort de ce qui avait été et la naissance incertaine de ce qui pourrait être. Les résultats du test de paternité arrivèrent jeudi, 5 jours après ma confrontation avec Mark. Le laboratoire me les avait envoyés directement par email, une pièce jointe PDF clinique avec des informations bouleversant ma vie réduite à une terminologie scientifique et à des probabilités statistiques. Assis à mon bureau au travail, je fixais l'email de notification pendant près de 30 minutes avant de trouver le courage de l'ouvrir. Autour de moi, des collègues bavardaient, des téléphones sonnaient et la vie continuait avec une normalité béate, tandis que mon monde entier était suspendu au contenu d'un fichier numérique. Finalement, je cliquais. Probabilité de paternité, 99,998%. Je lus cette ligne 7 fois avant que sa signification ne pénètre le brouillard d'anxiété. Ethan était mon fils biologique. Le mien. Le soulagement qui m'envahit fut si intense qu'il en était presque douloureux, une sensation physique de pression se relâchant après des jours de tension insupportable. Je pressai mes paumes contre mes yeux, réprimant des larmes inattendues. Mon fils. Mon sang. Mon avenir. Mais alors que la vague initiale d'émotions se dissipait, je réalisai que ce fait scientifique changeait moins que je ne l'avais imaginé. J'avais déjà décidé de me battre pour Ethan, indépendamment de la biologie. Et la trahison centrale de mon mariage restait inchangée par cette confirmation ADN. J'appelai Elisa immédiatement. J'ai reçu les résultats, dis-je quand elle répondit, ma voix étranglée par l'émotion. Et sa voix n'était plus qu'un murmure. Il est de moi. Biologiquement. Son souffle est devenu audible au téléphone. Oh, Dieu merci. Daniel, je suis tellement... Non, l'ai-je coupé. Ça ne règle rien entre nous. Ça simplifie juste la situation de la garde. Je sais, a-t-elle dit doucement. Mais c'est déjà ça. Une base sur laquelle on peut peut-être reconstruire. Était-ce le cas? Pouvait-on reconstruire sur les cendres d'une trahison aussi profonde? J'ai besoin de temps, ai-je dit finalement. Pour réfléchir. Pour digérer tout ça. Bien sûr. Tu peux prendre tout le temps que tu voudras. On sera là quand tu seras prêt. J'ai raccroché et suis resté assis à regarder l'écran de mon ordinateur, les résultats du test de paternité toujours ouverts dans une fenêtre. Sur une impulsion, j'ai transféré l'email à Mark sans objet ni message. Qu'il en tire ses propres conclusions. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, astérisque je suis content pour toi. Pour vous tous. Je pensais ce que je disais, Ethan mérite son père. Son vrai père astérisque. J'ai supprimé l'email sans répondre et j'ai éteint mon ordinateur. J'avais pris mon après-midi, ayant besoin de réfléchir loin du travail et de la maison. J'ai conduit sans but pendant un moment avant de me retrouver à Riverside Park, où Elisa et moi nous promenions souvent pendant sa grossesse, prévoyant notre avenir en regardant l'eau couler sous le vieux pont de pierre. Je me suis assis sur notre banc habituel, regardant de jeunes familles se promener et des pères portant des bambins sur leurs épaules, des mères poussant des poussettes, le miracle ordinaire des familles intactes, ce que j'avais tenu pour acquis jusqu'à présent. Un SMS a fait vibrer mon téléphone, astérisque Ethan a dit, « Papa, aujourd'hui. » Clairement, délibérément. Je me suis dit que tu devrais le savoir. Astérisque. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là, la fragile carapace de colère que je cultivais depuis que j'avais découvert l'affaire. Mon fils m'appelait. Apprenait des mots. Grandissait. Et j'étais en train de rater ça, prisonnier de la douleur, de la fierté et de l'incertitude. Avant de pouvoir me raviser, j'ai répondu par SMS, astérisque je rentre plus tôt. J'arrive vers 17h astérisque. Sa réponse a été immédiate, astérisque on t'attend astérisque. En rentrant chez moi, je n'avais aucune illusion que c'était une fin de conte de fées. La route à venir serait difficile, épineuse, incertaine. La confiance, une fois brisée, ne se reconstitue pas comme par magie. L'amour, une fois remis en question, porte des cicatrices permanentes. La maison est apparue à ma vue lorsque j'ai tourné dans notre rue, la lumière du porche déjà allumée contre la tombée du jour, une lumière chaleureuse se répandant par les fenêtres. Une image de tranquillité domestique qui me semblait maintenant être une mauvaise blague. Je me suis garé dans l'allée,
prenant un moment pour me ressaisir avant d'entrer. À quoi est-ce que je rentrais exactement? Pas au mariage que je pensais avoir. Pas à l'amitié que j'avais valorisée pendant des décennies. Mais mon fils était là. Et malgré tout, la femme avec qui j'avais construit une ville était aussi. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je ne l'atteigne. Elisa se tenait sur le seuil, Ethan en équilibre sur sa hanche, son visage s'illuminant à ma vue. PA, s'est-il exclamé, tendant ses bras potelés vers moi, et tout le reste s'est effacé, comme ça. Je l'ai pris à Elisa, enfouissant mon visage dans son cou, respirant son parfum de bébé. Salut, mon grand, ai-je murmuré. Tu m'as manqué. Elisa se tenait maladroitement sur le côté, incertaine de savoir si elle devait me toucher, m'accueillir à la maison comme elle le ferait normalement. J'ai croisé son regard brièvement au-dessus de la tête d'Ethan, donnant un petit signe de tête de reconnaissance, mais rien de plus. J'ai préparé le dîner, a-t-elle dit timidement. Rien d'extravagant, juste des pâtes. C'est prêt quand tu veux. Merci, ai-je répondu, portant Ethan dans le salon où ses jouets étaient éparpillés sur le tapis. Je vais jouer un peu avec lui d'abord, si ça ne te dérange pas. Bien sûr, a-t-elle dit doucement, traînant dans l'embrasure de la porte. Daniel, merci d'être rentré. J'ai levé les yeux vers elle, cette étrangère familière qui était ma femme depuis 7 ans. Je suis là pour Ethan, ai-je dit, ma voix plus douce que je ne l'avais prévu. Le reste, on verra. Elle a hoché la tête, acceptant cette petite branche d'olivier pour ce qu'elle était. Je serai dans la cuisine si tu as besoin de quoi que ce soit. Seul avec mon fils, je me suis détendu pour la première fois depuis des jours. Ethan gazouillait joyeusement, me montrant ses jouets, rampant sur moi pendant que j'étais allongé sur le sol à côté de lui. Dans son monde, rien n'avait changé. Ses parents l'aimaient toujours. Sa maison était toujours sûre. Et j'étais déterminé à ce que cela reste ainsi, quoi qu'il arrive entre Elisa et moi. Après le dîner, un moment étrangement normal où nous nous sommes concentrés sur Ethan pour éviter les conversations difficiles, j'ai aidé pour le bain et le rituel du coucher qui avait autrefois été une seconde nature, mais qui ressemblait maintenant aux représentations d'une vie que j'avais l'habitude de vivre. Quand Ethan a finalement dormi, Elisa et moi nous sommes retirés dans le salon, le moment de vérité étant désormais inévitable. Où est-ce qu'on va à partir de là, a-t-elle demandé, assise en face de moi, ses mains tripotant le bord d'un coussin. Je ne sais pas, ai-je admis. Une partie de moi a envie de tout quitter. De recommencer à zéro. Faire table rase du passé. Elle a légèrement tressailli, mais a acquiescé. Je comprends ça. Mais une autre partie. J'ai laissé ma phrase en suspens, ayant du mal à exprimer le mélange complexe d'émotions qui bouillonnent en moi. Une autre partie se souvient de la raison pour laquelle je suis tombé amoureux de toi. De ce qu'on a construit ensemble. Ce que nous pourrions encore devenir pour Ethan. Et l'un pour l'autre, demanda-t-elle avec prudence. Je croisai son regard. Je ne sais pas si je pourrai jamais te refaire confiance, Elisa. Et sans confiance, que nous reste-t-il? Nous avons une histoire, dit-elle. Nous avons de l'amour compliqué et meurtri, mais toujours là. Nous avons un enfant qui a besoin de ses 2 parents. Et nous avons le choix d'essayer. Et Marc? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Elle prit une profonde inspiration. C'est fini. Complètement. Il comprend. Vraiment? Je ris amèrement. Parce qu'il avait l'air plutôt convaincu que vous étiez amoureux l'un de l'autre. Nous l'étions, dit-elle doucement. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais ce n'était pas viable. Ce n'était pas la vraie vie. Et ça, c'est la vraie vie? Ce bordel dans lequel nous sommes? C'est plus réel que tout ce que j'ai vécu depuis des années, répondit-elle, sa voix se stabilisant. Cette douleur, cette honnêteté, c'est la première fois que nous nous voyons vraiment depuis longtemps. Il y avait du vrai là-dedans, je devais l'admettre. Les routines confortables de notre mariage étaient devenues une sorte d'anesthésique, nous engourdissant aux besoins, aux peurs, aux désirs de l'autre. Nous roulions au pilote automatique, partenaires dans une entreprise domestique plutôt qu'amoureux partageant un voyage. Si, dis-je prudemment, et c'est un gros si nous devions essayer à nouveau, les choses devraient changer. Pas seulement toi qui irons avec Marc. Tout. Que veux-tu dire? Plus de rôle de femme et de mère parfaite. Plus de mari obsédé par le travail. Plus d'évitement des conversations difficiles. Je me penchai en avant,
soudainement dynamisée par la clarté de ce que je disais. Si nous avons la moindre chance, elle doit être construite sur une honnêteté totale. Même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Elle acquiesça lentement. Oui. Je veux ça aussi. Et une thérapie, ajoutai-je. Non négociable. Je me suis déjà renseigné, admit-elle. J'ai trouvé quelqu'un qui est spécialisé dans le traitement de l'infidélité. Elle a une disponibilité la semaine prochaine. Le fait qu'elle ait déjà franchi cette étape toucha quelque chose en moi, la reconnaissance qu'elle se battait pour notre mariage, et pas seulement qu'elle acceptait sa dissolution. Qu'en est-il de Marc, demandai-je à nouveau. Il a fait partie de nos vies depuis toujours. Le parrain d'Ethan. Notre groupe d'amis est lié au sien. La douleur traversa son visage. Je ne sais pas. En fin de compte, c'est à toi de décider. Je lui ai dit que je ne pouvais plus le voir, même en tant qu'ami. Pas si je veux avoir une chance de sauver notre mariage. Et si je ne peux jamais lui pardonner? Ne plus jamais la voir dans nos vies? Alors c'est la conséquence de nos actes, dit-elle simplement. Un prix à payer. Nous avons parlé pendant des heures ce soir-là, plus ouvertement que nous ne l'avions fait depuis des années. Des vérités douloureuses ont émergé, ces sentiments d'invisibilité après être devenue mère, mon repli dans le travail pour éviter les complexités émotionnelles de notre nouvelle dynamique familiale, l'érosion lente de l'intimité qui nous avait rendus vulnérables à exactement ce genre de catastrophe. Quand nous sommes finalement allés nous coucher en moi dans la chambre d'amis, Elisa dans notre chambre, nous n'étions parvenus à aucune résolution définitive. Mais quelque chose avait changé, même si légèrement. Une porte qui semblait définitivement close était maintenant, peut-être, simplement entr'ouverte. Les 6 mois suivants ont été les plus durs de ma vie. Plus durs que la mort de mon père quand j'étais à l'université. Plus durs que les difficultés financières de nos débuts de mariage. Plus durs que les premiers mois de la vie d'Ethan, où le manque de sommeil était constant. Nous avons essayé la thérapie individuelle et de couple. Nous avons établi de nouvelles limites, de nouveaux modes de communication. Nous avons pris alternativement soin d'Ethan pour que chacun de nous puisse avoir du temps personnel pour guérir, réfléchir, grandir. Il y a eu des rechutes. Des nuits où les images d'Elisa avec Marc inondaient mon esprit, me laissant sans sommeil et rempli de rage. Des jours où la culpabilité d'Elisa la submergeait, l'envoyant dans des spirales d'auto-récrimination qui n'aidaient ni l'un ni l'autre. Des moments où abandonner semblait être le seul choix logique. Marc a déménagé 3 mois après la confrontation où il a pris un emploi à Seattle, à environ 6 heures de vol. Que ce soit sa tentative de se faire pardonner ou simplement sa fuite des décombres qu'il avait contribué à créer, je ne l'ai jamais demandé. Elisa a reçu un message de lui avant son départ, qu'elle m'a immédiatement montré, respectant notre nouvelle politique de transparence radicale. Je pars, avait-il écrit. C'est la bonne chose à faire pour nous tous. Je ne vous contacterai plus à moins que vous ne me contactiez en premier. Prenez soin l'un de l'autre et d'Ethan. Je suis désolé pour tout. Je n'ai rien ressenti en le lisant, ni satisfaction ni colère. Marc était devenu une abstraction, un catalyseur pour l'implosion et la renaissance potentielle de mon mariage plutôt qu'une personne que j'avais autrefois considérée comme faisant partie de ma famille. Alors que l'été se transformait en automne, et que le 2e anniversaire d'Ethan approchait, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Les moments de connexion authentique avec Elisa sont devenus plus fréquents. Le rire est revenu dans notre maison, timide au début, puis plus librement. Le contact physique occasionnel, non sexuel, a repris progressivement. Une main sur une épaule en passant dans la cuisine. Des doigts qui se frôlent en transférant un Ethan endormi d'un parent à l'autre. Nous bâtissions quelque chose de neuf à partir des cendres de ce qui avait été détruit. Non pas une restauration de notre ancien mariage, c'était impossible, mais plutôt une relation entièrement nouvelle, fondée sur une sagesse chèrement acquise et le choix conscient d'aimer malgré la douleur. Le soir de l'anniversaire d'Ethan, après une petite fête avec la famille proche, nous nous sommes assis ensemble sur la balancelle de la véranda, à regarder les étoiles apparaître dans le ciel du début de soirée. Ethan dormait à l'intérieur, épuisé par l'excitation et le sucre de son jour spécial. « Regrettes-tu parfois d'être resté ?» demanda Elisa doucement, brisant un silence confortable. J'ai réfléchi attentivement à la question. « Non, dis-je finalement. Il aurait été plus facile de partir. Plus propre, d'une certaine manière. Mais ça, se battre pour nous, reconstruire ça en valait la peine. » Elle appuya sa tête contre mon épaule, un geste qui autrefois aurait été automatique mais qui portait désormais le poids d'un choix conscient.
J'y pense tous les jours, avoua-t-elle. Comme j'ai failli perdre tout ce qui compte vraiment. Nous avons tous les deux fait des erreurs, dis-je, me surprenant moi-même par cet aveu. Des échelles différentes, des conséquences différentes. Mais aucun de nous deux n'était pleinement présent dans ce mariage avant. Et maintenant? Maintenant, nous n'avons pas d'autre choix que d'être présents. De nous voir complètement au défaut et tout. Je me suis tourné vers elle, prenant ses mains dans les miennes. Je choisis cette version de nous. La vraie. Pas le fantasme parfait que nous faisions semblant de vivre. Des larmes remplirent ses yeux. Moi aussi, je te choisis. Tous les jours. Je me suis penché en avant alors et je l'ai embrassé pas par habitude ou par obligation, mais avec intention. Une déclaration en quelque sorte. Pas le pardon, exactement, c'était un processus continu mais l'acceptation. L'acceptation de notre humanité partagée, de notre capacité à commettre des erreurs terribles et à connaître une croissance profonde. Plus tard dans la nuit, pour la première fois depuis plus de 6 mois, je suis retourné dans notre chambre. Nos ébats amoureux furent hésitants au début, alourdis par les spectres de la trahison et de la blessure, mais ils se transformèrent rapidement en quelque chose d'inattendu et de puissant, une manifestation physique de notre engagement à aller de l'avant ensemble, cicatrices et tout. Tandis qu'Elisa dormait à côté de moi après cela, j'ai observé le doux mouvement de va-et-vient de sa respiration et j'ai pensé à l'étrange et douloureuse aventure qui nous avait menés ici. Je ne pouvais pas honnêtement dire que j'étais content que ce soit arrivé. La douleur avait été trop réelle, les dégâts trop importants pour une morale aussi bien ficelée. Mais je pouvais reconnaître que de ce creuset avait émergé une version plus forte et plus honnête de nous. Un mariage sans illusion, sans mensonge confortable, sans jamais nous considérer comme acquis. Daniel, murmura Elisa, les yeux encore fermés. Tu penses trop fort. J'ai souri dans l'obscurité. Je ne fais que des réflexions. Sur quoi? Sur le fait que parfois, les choses qui menacent de nous détruire deviennent les fondations de quelque chose de plus fort. Elle ouvrit alors les yeux, complètement réveillée maintenant. Tu y crois vraiment? Je commence, dis-je honnêtement. Un jour à la fois. Elle se blottit contre moi, sa tête reposant sur ma poitrine où elle pouvait entendre mon rythme cardiaque. Je t'aime, chuchota-t-elle. Le vrai toi. Pas une image de mari parfait que j'ai créée. Et moi, je t'aime, répondis-je. Non pas malgré ce qui s'est passé, mais en l'incluant. Tout toi. La femme qui a commis une terrible erreur et qui a eu le courage de reconstruire à partir des ruines. Dehors, devant notre fenêtre, une voiture passa, ses phares illuminant brièvement notre chambre avant de poursuivre son chemin. À l'instar de cette lumière passagère, la trahison qui avait failli nous anéantir avait aussi, paradoxalement, mis en lumière des vérités sur notre mariage qui était resté longtemps dans l'ombre. Nous n'étions pas parfaits. Nous ne le serions jamais. Mais nous étions réels. Et dans cette réalité douloureuse et belle et complexe résidait la possibilité d'un amour plus profond que tout ce que nous avions connu auparavant. Ethan s'agita dans sa chambre en face, ses petits bruits filtrant à travers le babyphone. Sans discussion, je me levai pour aller voir comment il allait, me dirigeant silencieusement dans le couloir jusqu'à sa chambre. Il dormait paisiblement, les bras grands ouverts dans cette position de confiance absolue que seuls les enfants peuvent vraiment atteindre. Mon fils. Notre fils. Le phare qui nous avait guidés à travers la période la plus sombre de notre mariage. J'ai remonté sa couverture et j'ai doucement touché ses cheveux noirs, mes cheveux, selon le test ADN, bien que je l'ai su dans mon cœur depuis le début. Biologique ou non, je me serais battu pour lui. Certains liens transcendent le sang. En retournant dans notre chambre, où Elisa attendait avec des yeux endormis et une main tendue, j'ai réalisé que cela était vrai aussi de notre mariage. Certains liens, une fois formés, peuvent se plier sans se rompre. Peuvent endurer une tension terrible et même une trahison. Non pas parce que l'amour triomphe de tout, c'était un conte de fées pour enfants, mais parce que l'amour, le vrai amour, est un choix fait quotidiennement face à l'entière humanité de nos partenaires, défauts et échecs inclus. J'ai pris la main d'Elisa et je me suis glissé à nouveau dans le lit à côté d'elle, la serrant contre moi pour la protéger de la fraîcheur automnale. Tout va bien se passer, chuchota-t-elle, moitié question, moitié affirmation. Oui, répondis-je avec une tranquille certitude. Différent d'avant. Peut-être mieux qu'avant. Mais bien. Elle a souri contre ma poitrine, son corps se détendant pour replonger dans le sommeil. Dehors, la nuit poursuivait lentement sa progression vers l'aube. Dedans,
Dans l'obscurité paisible de notre maison reconstruite, nous étions enlacés et respirions à l'unisson aux deux êtres imparfaits qui avaient failli tout perdre, désormais pleinement conscients de la nature fragile et précieuse de ce que nous avions sauvé.